Bonjour Salahedine, Bonjour Mali, content de te revoir à nouveau. content aussi. Avant de commencer cet entretien, je demanderai à toutes les personnes qui visionnent cette vidéo de nous soutenir en s'abonnant et en appuyant sur le petit bouton s'abonner. Salahedine, cette entrevue va aborder la question ici de l'anxieux dans ses relations amoureuses. Avant de la commencer, pour bien clarifier le cadre de l'entretien, peux-tu un peu nous expliquer qu'est-ce que le profil anxieux? On a beaucoup parlé des évitants, donc là maintenant j'aimerais que tu nous expliques un peu qu'est-ce que le profil anxieux. Et je rappelle quand même que dans les coachings et dans les thérapies, les anxieux sont quand même relativement majoritaires à venir consulter. Donc explique-nous qu'est-ce que le profil anxieux en style d'attachement. Ok. Le profil anxieux, Mali, c'est un profil qui fait partie des profils insécures. Donc à l'instar de l'évitant, c'est les enfants qui vont se retrouver en insécurité par rapport à leurs besoins émotionnels, leurs besoins de connexion. À la différence de l'évitant, qui lui va beaucoup se replier sur lui-même, comme réponse par rapport justement à cette carence qu'il perçoit dans la nourriture affective. Chez l'anxieux, ça va être la réponse qu'il va donner, c'est une vigilance par rapport à ce qui se passe autour de lui pour pouvoir se sentir en sécurité. D'accord. Chercher cette attention. Et c'est important de le comprendre parce qu'en fait, dès le départ, dans la configuration de l'anxieux, il perçoit son environnement comme instable. En tout cas, beaucoup d'anxieux, c'est de là beaucoup de personnes avec un style d'attachement anxieux, c'est de la petite enfance qui vont aller chercher ce style d'attachement. Après, c'est pas toujours dans la petite enfance que ça se présente. Il peut y avoir, par exemple, une perte d'un des deux parents par la suite qui peut plonger la personne dans un style d'attachement anxieux. Mais globalement, vraiment globalement, c'est là qu'il faut le trouver. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'anxieux, il va souvent, il y a un lien privilégié avec la mère. Donc, dans le style d'attachement anxieux, la mère joue quand même un rôle. Tu veux dire la mère ou la figure d'attachement? Vraiment la mère Okay. comme figure d'attachement. D'accord. Ok, mais pas que, mais principalement, la mère a un rôle quand même qui est un peu plus prépondérant dans la naissance de ce style d'attachement chez l'enfant. Il y a aussi le fait qu'ils vont se retrouver dans un environnement qui est imprévisible. Un jour, les parents peuvent être très aimants, ils peuvent montrer cet amour, et le jour d'après, ils peuvent être très froids. Et donc l'enfant ne sait pas sur quel pied danser. Okay. Et c'est important parce qu'en fait, cette impermanence, d'une certaine manière, de ses émotions et tout ce qui s'ensuit, va plonger l'enfant dans quelque chose où il est constamment en train de justement chercher les signes d'attention qui pourrait l'accrocher justement à l'amour qu'il a besoin pour pouvoir se sentir exister. Il y a aussi cette notion d'amour conditionné. Si tu es gentil, si tu fais bien, si tu es obéissant, tu auras l'amour. Donc il y a aussi cette croyance que l'amour n'est pas quelque chose d'acquis, qu'il faut se battre pour l'avoir. Et cette notion de se battre pour avoir cet amour, c'est quelque chose qui va vraiment les poursuivre tout au long de leur vie. Ok, s'ils n'en prennent pas conscience par la suite. Donc, le style d'attachement anxieux, Mali, pour répondre à ta question, c'est un style insécure qui va beaucoup, contrairement à l'évitant, aller chercher à l'extérieur des réponses pour se sentir bien à l'intérieur. Donc, il va y avoir une dépendance par rapport à l'extérieur, et c'est cette même dépendance qui va créer la dépendance affective pour certains d'entre eux par la suite. Qui est une forme, on va dire, plus ou moins extrême de... Oui. Pourquoi? Parce qu'on est en référence externe dès le départ, et donc on a cette idée que j'existe à partir du moment où l'autre me valide. D'accord? C'est ça. Alors, je vais confirmer exactement tout ce que tu viens de dire à travers toutes les études. On en a beaucoup. On a une trentaine d'études par rapport à ça. Mais effectivement, donc les anxieux ont un système d'attachement hyperactivé. Ouais. Donc, ils amplifient les signaux de menace. C'est-à-dire, par exemple, pour eux, un retard ou un silence dans une réponse est directement surinterprété et c'est une preuve éventuelle d'abandon. Donc, en fait, ils ont un rapport à l'abandon et qu'ils lient dans leur tête à un silence ou une réponse tardive. Et ça, c'est une étude de Mikulincer et Shaver qui sont deux références mondiales sur la question de l'évitement, mais qui ont aussi travaillé sur l'anxiété.
Campbell et son équipe en 2005, les anxieux ont une tolérance accrue aux fluctuations émotionnelles. Donc quand ils subissent un chaud-froid, par exemple, ce qu'ils peuvent subir avec certains partenaires émotionnellement indisponibles, elles réactivent en fait ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire leur schéma d'attachement infantile. C'est comme s'ils revivent en fait cette scène dont tu parles. Alors, il y en a beaucoup des études, on va pas toutes les citer, mais il y en a quand même une qui m'intéresse beaucoup, qui est de Collins et Finney en 2004. Les anxieux cherchent une validation constante, ce qui les rend vulnérables aux partenaires contrôlants ou narcissiques, qui exploitent ce besoin qu'ils ont de validation pour les dominer. Voilà. Donc, on sait, il n'y a pas que les narcissiques, on va dire, mais on est tout ce qui est forme de narcissisme. Alors, Salaheddine, en quoi ce style d'attachement, justement, est vulnérable à toutes ces relations qui sont relativement toxiques et où ils se mettent dans une position où ils sont susceptibles d'accepter des choses qui sont totalement inacceptables. Tu en as reçu tellement, toi, en coaching, qui viennent te raconter des histoires et tu m'en parles et tu me dis, mais c'est quand même fou ceux qui sont capables d'endurer et de supporter au nom, justement, de cette validation extérieure qui est souvent confondue avec l'amour, mais ça, on en parlera après. Donc, explique-nous pourquoi est-ce qu'ils acceptent l'inacceptable. Ils acceptent l'inacceptable pour certains d'entre eux, on va pas tous, hein, il y a vraiment Ça dépend du degré. C'est ça, et puis ça dépend du travail individuel que la personne va faire sur elle-même. Mais c'est vrai que globalement, une personne qui a un style d'attachement anxieux va se retrouver souvent malmenée. Pas juste du fait du partenaire, hein. Donc c'est aussi son système d'attachement quand il est activé. Tu viens de le dire, il y a une survigilance. C'est des personnes qui vont d'emblée aller chercher chez le partenaire tous les signes qui pourraient leur faire penser qu'ils risquent d'être abandonnés, par exemple. Ok ? Qui vont, en fait, pour essayer de bien comprendre, parce que souvent les gens viennent en disant tiens, qu'est-ce qui fait que j'y arrive pas ? Et je réponds souvent que c'est pas juste une question de conscience. Ici, on a des processus qui sont inconsciemment ancrés, surtout dans le système limbique, le système primitif au niveau cérébral. Donc, c'est-à-dire que émotionnellement et de manière dans les sensations, il y a vraiment quelque chose de profond chez eux. Qu'est-ce qui est profond ? C'est-à-dire que quand ils étaient petits, donc il faut bien comprendre que quand tu es petit, Mali, quand tu es un bébé, tu interprètes pas forcément avec ton cerveau, puisqu'il n'est pas encore développé, tu interprètes avec ton système émotionnel, on va dire. D'accord. Okay ? Et l'émotion veut qu'à un moment donné, si, comme je t'ai dit là tout à l'heure, si tu veux, l'attention donnée par les parents n'est pas quelque chose de prévisible, l'enfant part de l'idée que je mérite pas forcément l'amour. Oui. Il faut que je me batte pour l'avoir. C'est ça. Et donc, ça va être souvent des enfants qui vont rechercher cette validation de manière très forte chez les figures d'attachement pour pouvoir se sentir exister. Sauf que quand on est enfant, on le fait de manière quasi conditionnelle, de manière conditionnée. Donc on a une réponse qu'on donne, qu'on pense être la bonne réponse, mais cette réponse, elle perdure dans le temps. Et ce qui va faire qu'à un moment donné, on a parfois des personnes avec un style d'attachement anxieux qui ont du mal à se détacher de relations justement dites toxiques, c'est parce que ces relations dites toxiques sont une sorte de partition connue de ce qu'on a connu dans l'enfance. Oui, c'est une répétition d'une scène connue. D'une scène connue dans l'enfance. C'est ça. Et donc le cerveau aime rester dans ce qu'il connaît. D'accord. Quand bien même c'est dysfonctionnel. Si le connu qui est proposé est sain et l'inconnu qui est proposé est connu, on va plus aller vers ce qui est dysfonctionnel et connu. Okay. Mais ce que tu es en train de dire est extrêmement, on va dire, dysfonctionnel dans le sens où, en tout cas, je parle évidemment ici sous ton contrôle, tu me coupes si je me trompe. Non, vas-y. Ça voudrait dire que l'anxieux, finalement, est beaucoup plus enclin à confondre l'amour avec son activation de son système. Ça a été démontré.
Oui, oui, Amir Levin, dans son livre Ouais, Attaché, c'est- on a parlé, j'ai plein d'études sur la question. Mais donc, c'est un profil qui, aussi, comme Lévitan d'ailleurs, doit vraiment faire un travail profond sur cette question, Ah, parce que clairement. sinon, son baromètre de jugement Et je biaisé. dirais, est complètement biaisé dans la relation. C'est-à-dire qu'en fait, entre est-ce que mon système d'attachement est activé, entre est-ce que j'ai juste des sentiments ou est-ce que j'aime, c'est complètement brouillé. Clairement. D'accord. Et si c'est brouillé, ben, il peut très facilement se retrouver dans des relations qui sont pas du tout, en fait, finalement, de l'amour. Il se retrouve dans des relations qui ne sont pas forcément de l'amour, et dans ces relations dites dysfonctionnelles, il va lui-même se culpabiliser à fond. Puisque très tôt, il pense que le problème vient de lui, on va rester dans ces dynamiques, et donc si on a effectivement, comme tu l'as dit là tout à l'heure, un partenaire manipulateur, un partenaire contrôlant, un partenaire qui est pervers narcissique, c'est des profils qui peuvent se retrouver vraiment, vraiment très, très malmenés, mais vraiment très, très malmenés, ça peut aller même jusqu'au suicide. Quand c'est très très haut. Quand c'est très très haut, que c'est ça. mal géré, ça peut aller très loin. C'est vrai que les dépendants affectifs nous relatent souvent une sensation de mort lorsque ils sont abandonnés. C'est-à-dire, c'est véritablement tout qui s'effondre. En fait, c'est quelque chose qu'on a répété dans les autres vidéos et c'est vraiment important de le comprendre. Tout se joue durant les premiers mois de l'enfance. C'est ça. Et durant les premiers mois de l'enfance, il y a cet instinct de conservation qui est là. Ouais. On veut vivre et on veut répondre à notre besoin émotionnel. Donc si à un moment donné, il y a ce lien qui est fait chez lui entre le fait d'être en relation et le fait de vivre, donc si à partir du moment où je suis plus en relation, la conséquence c'est que, il n'y a plus de sens. Il y a plus de sens. Quoi. Tu comprends? Et il y a souvent, et ça c'est important, une confusion chez eux entre leur identité et cette capacité d'être en relation. Explique-moi un peu cela d'une manière un peu plus exhaustive. Donc, répète un peu cette phrase, parce que je pense qu'elle a une importance cruciale. Répète-la. Donc il y a souvent une Confusion confusion entre entre l'identité de ce qu'ils pensent être et la capacité à rentrer en relation. Pour eux, le fait d'être en relation, c'est je suis quelque chose. C'est ça. Donc en fait, c'est la validation extérieure qui leur donne, on va dire, un corps à leur identité. Tout à fait. C'est hyper important. Et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis c'est un schéma très profondément ancré. C'est de l'inconscient dont on parle. Et c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont activés, eux, et c'est juste ce que tu dis, ils voient ça comme une sorte de danger, de mort. Donc, et même au niveau des études neuroscientifiques, on voit réellement qu'il y a dans leur cerveau quelque chose qui s'enclenche, qui est de dire, OK, je suis en mode survie, je dois survivre. Là où justement, il y a un travail à faire, mais c'est un travail qui passe par un travail de prise de conscience, un travail de mise à distance de certaines croyances par rapport à ce qu'ils considèrent être comme une relation, et le fait de s'autoriser à faire différemment. Mais ça, c'est quelque chose on est invité à sortir. C'est pas facile à faire, en fait, ce que je veux dire. Oui. Que passer du mode automatique à ce mode adaptatif, c'est un travail, c'est une prise de conscience. Et ça, on le fait beaucoup au coaching. C'est-à-dire que sur un coaching, par exemple, avec des personnes qui présentent ce style d'attachement, on est quand même sur 2, 3, 4, voire 5 séances. Mais si c'est bien suivi, généralement, ces personnes prennent conscience, elles sortent de quelque chose, elles se donnent une valeur interne et elles se donnent la permission de penser différemment et de vivre les relations différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est que, contrairement aux évitants, par contre, ça c'est le point positif avec ce style d'attachement, c'est qu'il cherche à se guérir. En fait, c'est-à-dire qu'il cherche des solutions. Il veut, si tu veux, consulter. D'ailleurs, certains parmi eux passent leur temps à consulter. On le voit d'ailleurs nous-mêmes. Ils n'arrêtent pas de nous écrire. Ils cherchent des réponses à tout. Et donc, on voit que leur anxiété les mène à chercher des solutions. C'est vrai en partie. Ok. Je t'explique pourquoi c'est vrai en partie. Je vais être objectif, moi, dans la manière dont j'analyse les choses, tu vois. Oui. Donc, effectivement, eux, ils sont beaucoup plus en référence externe. Oui. N'oublie pas, Lévitan est la référence interne. Oui. Donc, il a déjà beaucoup de mal à analyser ses propres besoins, les besoins des autres. Donc, aller discuter de ses besoins émotionnels à quelqu'un de l'extérieur, waouh, c'est déjà lourd. Et quand on en a, franchement, je respecte énormément les personnes qui font cet effort et je leur dis, je le répète. C'est plus difficile. Parce que c'est beaucoup plus difficile pour eux de le faire. Ouais. C'est même un travail qui est vraiment laborieux. Oui. Chez les évitants, effectivement, c'est beaucoup plus facile. Et tu as tout à fait raison. Ils vont plus venir... Chez les anxieux, tu veux dire. Oui, chez les anxieux, désolé. Chez les anxieux, c'est beaucoup plus facile, tu as tout à fait raison. Ils vont plus venir facilement dire ce qui va pas. Mais maintenant, ça dépend dans quelle perspective ils se trouvent. Est-ce qu'ils sont dans une perspective de plainte
pour justement réconforter leur positionnement de victime, Oui. ou bien dans une position où ils veulent s'en sortir réellement. Ils veulent sortir réellement de ça. Et Ok. sortir de cette logique, de cette logique de victimisation dans laquelle ils sont. Donc tu veux dire qu'une partie parmi eux vient te consulter uniquement pour se sentir victime, en fait. Ben, il y a beaucoup de ça. Malheureusement, on est dans quelque chose qu'on connaît. Ok. Donc, tant qu'on est en train d'entretenir, si tu veux, la machine de ce qu'on connaît, il y a sortir de quelque chose qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on connaît pas. Mali, c'est quelque chose, c'est ça le réel changement. C'est-à-dire, il faut lâcher prise par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire et embrasser du nouveau. Donc tu veux dire qu'en fait, une situation connue qui est toxique est psychologiquement plus confortable que quelque chose d'inconnu et qui peut provoquer un changement. Clairement. Ça c'est un fait. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que je viens de tomber sur, non, dans nos études, on a ressorti une étude de Shaver aussi, qui est un spécialiste de l'évitement, en 1998 pour les Belges et 98 pour nos amis français. Et écoute bien cela, parce que ça nous intéresse, ça nous renvoie au miroir avec l'évitant. Ils ont tendance à idéaliser le partenaire malgré les red flags, donc les alertes rouges, en minimisant ses défauts. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement le processus inverse de l'évitement, qui lui cherche le défaut pour créer de la distance. Lui, il cherche n'importe quoi pour justifier sa proximité. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Mali, et c'est important de le comprendre, c'est que il y a beaucoup chez eux cette idée que pour que l'amour puisse être, il faut se battre. C'est ça. Il faut. C'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est ça. Il faut, voilà, il faut lutter. Ok. Et d'ailleurs, c'est un profil qui est concrètement aussi dans la relation. Et ça, c'est des études aussi qui ont été démontrées, font que le partenaire parfois quitte plus facilement les profils de type style anxieux, parce que justement, ils sont tout le temps, souvent en train de se rouspéter, souvent en train de chercher. Ils sont très énergivores. Ils sont très énergivores, voilà. Ils sont très énergivores. Donc, cette idée, et ça c'est important de le comprendre aussi, hein, cette idée, d'ailleurs c'est une prise de conscience à avoir en fait. C'est-à-dire que j'ai encore eu quelqu'un la semaine passée qui me racontait donc donc la difficulté qu'elle a avec son mari qui est évitant et comment se passe un peu leur quotidien. Il y a beaucoup de rouspétance, parce qu'à un moment donné, ce qui va se passer en fait, hein, pour juste faire le cycle. Donc on va être dans la suradaptation au début, mais je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la suradaptation elle a sa limite. Oui. C'est contre nature. Tu peux pas te suradapter tout le temps. À un moment donné, même quand deux anxieux d'ailleurs se rencontrent, il va y avoir une suradaptation. Mais à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui va lâcher. Il se fatigue. Et quand ça fatigue, c'est l'autre. C'est là que, généralement, les tensions naissent entre eux parce que, voilà, on est dans le contrôle. D'une certaine manière, on est dans une forme de contrôle qui est contrôler l'autre pour mieux se sentir soi. OK? Si l'autre fait ce que je lui dis, eh ben, je me sens à l'aise. Oui. Je te dis pas de rentrer à 22h parce que j'ai besoin que tu sois là pour me sentir en sécurité. L'autre arrive à 22h, il rentre à 22h, elle est contente, il est content. Ah, j'ai le contrôle, donc ça fonctionne. Oui. Donc c'est à l'heure égotique. Donc on n'est pas dans quelque chose sur lequel on peut avoir un contrôle sur quelqu'un. Et le jour où il rentre à 22h30, c'est toute une histoire. Ah, peut-être qu'il m'a trompé, peut-être qu'elle m'a trompé, peut-être qu'elle est avec quelqu'un, peut-être. Et chez eux, ça va très 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 loin comme ça. Hein. Donc ça peut aller très très loin. Donc c'est pour ça qu'il y a, bon là, je suis en train de m'éloigner par rapport à la question que tu m'as posée. Mais pour revenir à la question que tu m'as posée par rapport justement à cette lutte dans laquelle ils peuvent être, il y a effectivement cette notion de je dois me battre pour avoir cet amour. Et donc, quand c'est calme, Ali, quand il y a un partenaire qui est sécure, quand il y a un partenaire qui est... Ils pensent qu'il n'y a pas d'amour. Leur système dopaminique n'est pas activé de la même manière. Et chez eux, comme à l'instar de chez les évitants, la dopamine joue un rôle central. Eux, l'ocytocine, ils la gèrent. Ils sont très dans l'ocytocine. Mais derrière, il y a le système dopaminique qui est présent et qui fait qu'à un moment donné, il va y avoir une sorte d'accoutumance à des hauts, des bas, de la lutte. Si c'est trop plat, ça va pas.
Et d'ailleurs, on a des relations, on a des témoignages de personnes qui disent tant que la personne challengeait l'autre d'une certaine manière, c'était OK. À partir du moment où la personne est sortie du cercle vicieux dans lequel elle était invitée, ben l'autre disait ouais mais je te préférais quand tu étais beaucoup plus. C'est-à-dire que la recherche d'attention finalement et de validation est tellement grande qu'ils préfèrent finalement quelque chose d'extrêmement toxique, mais qui leur donne finalement une attention, même si elle est d'ailleurs, on en retrouve beaucoup dans les relations d'abus où ils se font frapper. Hein. C'est tout à fait ça en fait. C'est ça. Ben, tu as mis les mots dessus, donc c'est-à-dire vraiment c'est la recherche d'attention. C'est ça. Et la recherche d'attention, on l'a dit dans une toute première vidéo, elle peut être positive comme négative. Les gens, on avait donné l'exemple de ces prisonniers à qui on avait dit est-ce que vous préférez être isolé ou avoir des châtiments corporels. Et la plupart, sinon la majorité des prisonniers ont préféré le châtiment corporel. Ouais. Parce que l'attention négative vaut mieux que l'absence d'attention tout court. C'est ça. Et l'être humain a besoin. Et chez eux, c'est quelque chose de très, 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 très fort. Donc, par rapport à cette confusion entre l'activation du système d'attachement, c'est, si tu veux, les alertes qui se réveillent chez eux, et finalement, je veux pas être abandonné, donc je suis prêt à tout pour ne pas être abandonné, finalement, et surtout par les profils évitants ou autres, d'ailleurs, on le voit d'ailleurs. Comment toi, tu les coaches ou comment toi, tu les amènes à distinguer justement cette activation de ce système d'attachement qui est en fait une sorte de... Ils sont prêts à tout à ce moment-là. Hein. C'est-à-dire que pour récupérer leur partenaire, on le voit d'ailleurs, hein, avec les évitants, qu'est-ce que je dois faire, nos contacts, pas nos contacts, je suis ghosté, comment je dois réagir. Ils n'arrêtent pas de nous consulter, si tu veux, sur ces questions-là. Et encore une fois, je le répète, pour ceux qui m'ont pas entendu dans la précédente entrevue, d'ailleurs avec toi sur le ghosting, c'est que la seule chose qu'ils veulent pas entendre, c'est si tu mets pas de limites, il faut accepter de perdre. Parce que si tu mets des limites, tu risques de perdre. Mais ils sont très peu enclins à mettre ces limites. Et donc, pour en revenir à la question, comment est-ce que tu les amènes à distinguer l'activation du système d'attachement qui chez eux est très fort? Parce qu'en fait, quand ils sont activés, ils acceptent tout. Et éventuellement, l'amour, un amour sain et un amour qui n'est pas, comment dirais-je, toxique. Parce que chez eux, ils n'arrivent plus à le distinguer. Comment tu les mènes? C'est-à-dire, quelles sont les techniques éventuellement que tu peux utiliser? Je te demande pas de me donner tes secrets. Tu pourras les donner en consultation, mais donne-nous les pistes de réflexion. Parce que je sais que tu es très efficace dans la gestion justement de ce genre de problématiques. Comment tu fais pour les amener à distinguer cette activation de leur système d'attachement et l'amour? Ok. Donc, moi, Mali, quand les personnes prennent rendez-vous, par exemple, ce que je fais généralement, il y a une sorte d'état des lieux que je fais avec eux. Oui. Donc, déjà par questionnaire. Et puis, je fais des tests au niveau de la personnalité aussi, c'est important pour moi. Oui, oui. Donc, j'utilise beaucoup l'énéagramme. Voilà, tout à fait, j'utilise beaucoup l'énéagramme. Et j'ai vu que, par exemple, il y a énormément de corrélations entre certains profils et certains styles d'attachement, par exemple. D'accord. Ok, par exemple, pour les anxieux, pour les personnes avec un style d'attachement anxieux, le profil 2, le profil 4, qu'on appelle l'altruiste, l'artiste. Les gens connaissent pas trop l'énéagramme, mais en tout cas, bref, voilà. c'est un outil extrêmement élaboré pour profiler. Voilà. Que tu utilisais d'ailleurs en entreprise, mais maintenant que tu utilises aussi dans J'utilise les deux, ouais, vraiment dans les deux. Donc, ce qui est intéressant après, ce qu'il y a, c'est qu'on utilise beaucoup des techniques. Moi, j'utilise beaucoup ce qu'on appelle la reprogrammation neurolinguistique. Puisque voilà, et donc on travaille, si tu veux, et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, à reconsidérer certaines choses. Donc nous, en tant que professionnels, on arrive à faire des liens là où la personne pas forcément voit les liens entre, par exemple, quelque chose qu'on a connu dans l'enfance et quelque chose qu'on est en train de reproduire ici et maintenant. Deuxièmement, une fois que cette prise de conscience est faite, là, on travaille sur une resensibilisation et une redéfinition de la réponse qu'on donne, par exemple, à certains stimulus, à certains déclencheurs. Okay. Et on retravaille aussi tout ce qui est régulation émotionnelle, tout ce qui est estime de soi, énormément. On travaille beaucoup sur l'estime de soi, l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Donc, c'est des éléments qui sont essentiels chez la personne, surtout chez la personne avec un style d'attachement anxieux. Pourquoi? Parce que je l'ai dit dès le départ, c'est quelqu'un qui est beaucoup en référence externe et qui a besoin de revenir en référence interne, d'avoir confiance en sa vision, en ses capacités. Et donc, d'où l'intérêt de travailler les capacités à rentrer en relation, les capacités à dire non.
Par exemple, il y a certaines... Ils ont du mal à mettre des limites. Hein. Tout à fait, parce qu'en fait, ils sont beaucoup dans la fusion dans la relation. Oui. Donc, à partir du moment où ils sont en relation avec quelqu'un, il y a une sorte de fusion qui s'opère. Et puis, on a cette problématique de frontière au niveau identité, où l'autre, c'est moi, moi, je suis l'autre. Et on peut aller très, très loin dans l'oubli de soi, dans le fait de se laisser aller, dans le fait de... Et puis, t'as des personnes qui arrivent à faire la part des choses, par exemple, dans la sphère intime et relationnelle et la sphère professionnelle. Et puis, tu as des gens qui vraiment ont ce style qui est vraiment propre, qui te retrouve vraiment dans toutes les sphères de leur vie, tu vois. C'est ça. Ouais. Oui, d'ailleurs, une étude de Hazan et Shaver, qui sont aussi, Shaver, il est très connu, Hazan aussi sur l'évitement, en 1987, confusion entre amour et fusion. Et résultat de l'étude, qui fera l'objet de notre prochaine entrevue, tolérance à l'asymétrie. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus enclins à accepter des relations complètement asymétriques. Il accepte ça, c'est important, mais juste comme ça, je reste Malice, si tu veux bien dans la question. Je t'en prie, oui. L'une des choses sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est la connexion à ces vraies sensations. C'est des personnes, les personnes avec un style d'attachement anxieux, qui tolèrent beaucoup, en fait. Qui tolèrent beaucoup, et c'est des personnes qui peuvent justement tomber dans ce qu'on appelle le burn-out. Donc, dans le burn-out même émotionnel. Donc, c'est important qu'ils se respectent, qu'ils respectent ce qu'ils ressentent, et qu'ils puissent justement mieux réguler leurs sensations. Parce que souvent, leur sensation, elle est disproportionnée. T'as le partenaire qui a 5-10 minutes de retard, je vais pas généraliser. Et ça, c'est les dépendants affectifs, oui. Mais voilà. Et Okay. Ils sont déjà en train de t'imaginer le pire. Ils sont déjà en train le cœur est en train. Et donc, quand la personne arrive, ils sont déjà prêts pour le fighting. Tu vois? Et c'est là où il y a un enjeu à faire, à sortir, à revenir à soi, à revenir à s'occuper de soi. Parce que là où va ton attention, va ton énergie. C'est à un moment donné ton énergie que sur le partenaire et qu'il est passé sur toi, ben tu vas t'époumoner à essayer de contrôler l'incontrôlable, puisque tu n'as pas de contrôle sur le partenaire, mais tu as un contrôle sur toi. Et à un moment donné, il faut revenir à l'essentiel, c'est-à-dire toi. Oui. Et généralement, ce qu'on observe, c'est que quand la personne fait un travail sur elle-même, et moi j'ai beaucoup de couples évitants anxieux qui sont venus me consulter, C'est ça. et qui, allez, je vais prendre un dernier exemple, c'était une dame qui m'a expliqué, avec qui on a fait ce travail sur plusieurs séances, et qui m'a dit, le fait qu'elle se soit recentrée sur elle-même, et qu'elle ait pris soin d'elle, et qu'elle vibre différemment, a fait que même, et c'est pas le but recherché, c'est-à-dire qu'on fait pas ça dans le but de contrôler le partenaire et de l'amener. Et je le dis, je le répète, c'est pas ça. C'est pas une stratégie. C'est pas une stratégie. C'est vraiment un changement de vibration interne. Tout à fait. Hyper important. C'est intéressant ce que tu dis. Ce qu'elle a observé, c'est que le partenaire, s'est calmé, Oui. s'est rapproché d'elle, a été beaucoup plus enclin à exprimer les émotions. Pourquoi? Parce que chez l'évitant aussi, ça c'est hyper important de l'entendre, si les autres sont en survigilance, l'évitant, lui, il est en repli, et plus tu vas le pousser dans ses retranchements, plus tu vas être dans l'attente de quelque chose et il va le sentir, plus lui, il va se bloquer. Donc d'où l'intérêt de défocaliser sur lui, de pas rester sur lui. Parce que ce qu'il y a avec l'anxieux, c'est qu'il est énormément focalisé sur le partenaire. Oui, en fait, tu les aides à quelque part s'identifier ou à se donner une valeur plutôt à partir de leur intériorité, plutôt que par justement l'extérieur. Clairement. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est un peu comme, on peut donner une belle parabole. Imaginons que toi, tu as besoin d'un aspirateur, par exemple. Tu vas acheter un aspirateur. Et que tu as un vendeur qui se présente à toi avec un aspirateur dont tu as besoin. Mais il n'arrête pas d'insister pour te le vendre, non-stop. Et c'est comme si c'est son sens existentiel que de te vendre cet aspirateur. Et il est tellement insistant que même si toi, quelque part, tu as besoin de cet aspirateur, tu commences à te poser des questions si tu dois l'acheter. Et je pense qu'un peu, si tu veux, l'anxieux, il est tellement dans cette logique de vouloir impérativement forcer les choses, Clairement. que même si toi, tu l'aimes ou tu veux quelque chose, ça te met dans une position de retrait. Tout à fait. Tu vois? Mais ça, il faut qu'ils prennent conscience de ça, parce que eux, très tôt, ils pensent que s'ils contrôlent l'environnement, ils sont en sécurité. Oui. Et ça, c'est à leur égotique. Après, la question est de savoir si, et ça c'est une question que je te pose pour terminer l'entrevue, est-ce qu'il est vraiment possible de revenir à une référence interne réelle
sans passer, si tu veux, par une dimension un peu spirituelle. Je m'explique. Parce que chez les évitants, par exemple, on peut utiliser la spiritualité, ou en tout cas un rapport à la spiritualité chez les évitants est très salutaire parce que ça la réaligne en fait quelque part avec le concept de réalité et le concept de vérité. C'est-à-dire que comme les évitants évitent en règle générale, quand ils se réalignent avec la réalité, quand ils se réalignent avec la vérité, finalement ils deviennent un peu plus à l'aise avec la vulnérabilité. Et ils acceptent plus, si tu veux, ils acceptent plus le fait de ne pas éviter. Chez l'anxieux, le gros problème, c'est qu'à partir du moment où l'identité, parce que tu as parlé de l'identité, elle se définit qu'à partir de stimulations extérieures ou de likes ou de gens qui t'aiment, si à un moment donné tu veux te redonner une valeur à partir de toi, comment est-ce possible de le faire si on n'a pas une relation à quelque chose de plutôt transcendantal ou de très haut? Et en fait, si tu veux, c'est ce que la dimension spirituelle ici ne serait pas non plus finalement une clé pour permettre aux anxieux de se retrouver, on va dire, avec une identité beaucoup plus solide et beaucoup plus ancrée et qui est moins dépendant, si tu veux, des validations extérieures. Enfin, ça c'est plutôt une question que je te pose. Je sais que c'est pas ton... Non, mais je peux te répondre, je peux te voilà, répondre. Moi, j'ai pas de souci. J'ai pas de souci, je comprends Moi, je pense que c'est une vision. D'accord. C'est pas la vision, c'est que, en fait, partir de ce postulat-là mettrait de côté plusieurs autres postulats et on serait dans des interprétations, ça dépend ce que tu entends par spiritualité, c'est quoi la spiritualité? Moi, franchement, j'arrive même pas à ce niveau-là. Moi, j'arrive sur des choses très basiques. Tu travailles sur le pratico-pratique. Je travaille sur des trucs qui sont basiques. Les sensations, qu'est-ce que tu revis? Okay, c'est ça. Qu'est-ce que tu respectes, ce que tu vis? Est-ce que tu respectes ce que tu ressens? D'accord. Et quand tu ressens ce que tu ressens, qu'est-ce que tu pourrais donner comme réponse différente que celle que tu as l'habitude de donner? D'accord. En fait, je les invite vraiment à sortir de cette phase où ils sont acteurs pour être spectateurs par moment et de s'observer. S'observer tout simplement. Observe-toi en train de réagir comme tu réagis. On parlait de position perceptuelle pour l'évitant, et bien il y a aussi la position perceptuelle pour la personne avec un style d'attachement anxieux. Et c'est important de noter que, et ça je ne l'ai pas dit, toute personne ne va pas activer son style d'attachement. On peut avoir des personnes avec une base anxieuse, mais qui ne vont pas forcément activer avec un partenaire, mais beaucoup plus avec un autre. Pourquoi? Parce que justement, à partir du moment où c'est trop facile, il n'y a rien à activer. C'est ça. Donc c'est pour ça que, selon toi, ils s'activent essentiellement avec des partenaires qui sont émotionnellement indisponibles. Tout à fait. Indisponibles et qui renvoient à ce qui est connu. On est dans la partition du connu. Et ça c'est hyper important. Donc ça veut dire que Mali, pour répondre à ta question de manière claire, la phase spirituelle, c'est possible. Et je pense que ça peut être vraiment quelque chose de salutaire pour certains. Est-ce que c'est quelque chose qui peut fonctionner avec le plus grand dénominateur commun? Je pense pas. Mais des choses qui sont de l'ordre du basique, de revenir sur les sensations, de s'écouter, tout simplement. C'est ça. D'écouter le partenaire. De pas être dans une politique de méfiance d'emblée. D'accord. Parce que parfois, il faut pas qu'on... Et je vais dire quelque chose de dur ici, mais qui a besoin d'être dit, c'est que parfois, les personnes avec un style d'attachement anxieux pensent qu'elles sont au service des autres. Et ça, je l'entends beaucoup. Je suis au service et les gens ne voient pas tout ce que je fais, tout ce qui s'ensuit. Sauf que parfois, c'est très égoïste ce qu'ils font. C'est pour eux-mêmes. Parce qu'en fait, ce qu'ils recherchent... c'est l'amour et la validation. Et tout à fait. Pour eux, ne pas être dans ce vide qui leur fait peur. Parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la personne qui est là, on lui donne ce statut, cette importance, cette considération? C'est parce qu'il remplit une sorte de vide. Et quand cette personne n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis face à moi-même, je suis face à mon silence, je suis face à ma partie d'ombre, etc., etc. Et c'est là où il y a un travail à faire. Parfois, il faut aller chercher dans cette partie qu'on n'a pas envie d'aller explorer, justement les clés pour pouvoir se sentir mieux, se sentir beaucoup plus serein, en sécurité, etc., etc. Tu vois? Oui, c'est très intéressant ce que tu dis. Et donc, contrairement à ce que certains pourraient croire, lorsqu'on a créé notre chaîne, notre but n'était pas que de parler de l'évitement, évidemment. Il est ô combien important de dire aussi que finalement les anxieux
et encore plus les anxieux lourds, ou en tout cas les anxieux un peu plus sévères, tels que les dépendants affectifs, ont véritablement aussi besoin de faire un travail sur eux pour ne pas se retrouver dans des boucles de relations toxiques en série, et on va dire d'une manière répétitive. Clairement. En tout cas, je te remercie énormément pour cette entrevue, Salah Eddine, c'était très instructif. C'est moi qui te remercie, Mali. Et à très bientôt. À très bientôt, au revoir.